Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on parle d'excellence opérationnelle dans le monde des bases de données avec Quanto. Bonjour, bienvenue. C'est un nouvel épisode du podcast AWS en français, comme tous les vendredis matins, dans vos bonnes applications de podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, sur YouTube également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur YouTube. Aujourd'hui, on parle de bases de données. On va beaucoup parler d'RDS, mais plus spécifiquement de monitoring de bases de données. Comment on peut extraire, qu'est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les métriques qu'il faut extraire, quels sont les thresholds, et qu'est-ce qu'on fait quand des métriques sont anormales. On va parler de tout ça avec Vincent Mercier, qui est Site Reliability Engineer. C'est pas facile à prononcer. SRE chez Quanto. Vincent, merci d'être là. Quanto, moi je connais la pub à la télé, mais c'est quoi? Alors Quanto, c'est le leader européen de la gestion financière, qui simplifie vraiment le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité des PME, des indépendants. Un exemple peut-être très concret qui parlera à nos éditeurs. Dans nos métiers, on a besoin de temps en temps de pouvoir acheter du matériel, des licences, un nom de domaine. Classiquement, vous allez demander peut-être la carte bancaire de votre patron, de votre manager, qui va vous regarder avec les gros yeux, un peu inquiet de confier sa carte. Quand vous êtes client Quanto, en tant que même salarié, en fait, vous pouvez simplement faire une demande en disant finalement qu'est-ce que je veux dépenser, combien ça a coûté, quel usage, et on va générer automatiquement une carte bancaire à la volée qui va être utilisable pour cet achat. Une fois l'achat effectué, je vais recevoir une notification pour y joindre la facture. Cette facture, Quanto va la prendre, en extraire les informations clés, elle va les confier au comptable sur toute la partie financière, elle va donner les bons indicateurs aux responsables d'équipe sur le budget et aussi aux décideurs. Donc en plus d'être une banque pour les entreprises, vous avez vraiment optimisé des cas d'utilisation, des workflows qui sont spécifiques au monde de l'entreprise, que ça soit un indépendant qui travaille tout seul ou des sociétés. C'est ça ce que ça veut dire, la banque pour les entreprises. Ouais, on va vraiment parler de gestion financière au sens large. On fournit effectivement les moyens de paiement, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça, et on fait de vraiment accompagner les indépendants, les structures aussi de plus en plus grosses dans leur gestion financière vraiment quotidienne, quoi. Via une application sur mobile et en ligne uniquement. Application mobile, application web, on a aussi des API, toutes sortes de connecteurs, dont des connecteurs Slack par exemple, qui vont vraiment permettre d'accéder tout ça au cœur de l'entreprise. Et pour donner le ordre d'idée, aujourd'hui on a 450 000 clients, historiquement en France, mais aussi aujourd'hui en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est les 4 pays dans lesquels on est vraiment actif aujourd'hui. Et Quanto existe depuis 2016, 2017, quelque chose comme ça? C'est ça, depuis 7 ans. Alors, si on est dans le podcast AWS en français, c'est parce que, évidemment, c'est pas nécessairement évidemment, mais vous déployez sur AWS. C'est quoi votre architecture à haut niveau? On va pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais les principaux services, les principales briques que vous utilisez sur AWS. Alors, effectivement, nous, on est sur AWS depuis le début. Tout à fait précis, on avait commencé sur des clusters Swarm à gérer sur des instances EC2, puis on a fait le virage Kubernetes, toujours sur des ECDE gérés en propre, et on a fait le virage maintenant sur du service Kubernetes Managé, donc EKS. Swarm, ça fait des années que j'ai plus entendu parler de ça. C'est vrai qu'au début des clusters de containers, il y avait globalement 3 alternatives. Il y avait Swarm, il y avait Mesos, si je me souviens bien, chez Apache. Ces deux-là ont quasiment disparu et c'est tout Kubernetes maintenant, chez vous aussi. Oui, il y a 6-7 ans, c'était autre chose. Aujourd'hui, on voit effectivement une vraie standardisation des infrastructures, notamment autour de providers cloud, AWS, Kubernetes, les architectures micro-conteneurs, c'est notre cas. Je pense que 90% de notre infrastructure aujourd'hui, c'est des conteneurs déployés sur des clusters Kubernetes. On va beaucoup utiliser aussi les opérateurs Kubernetes. C'est assez intéressant puisque des services qui pouvaient avant être des services managés
peuvent aujourd'hui devenir des services qui fonctionnent au sein de Kubernetes. Je prends l'exemple de Cluster Elasticsearch, par exemple. On a des besoins pour des cas de recherche très particuliers, de faire appel à la technologie Elasticsearch. Aujourd'hui, on a internalisé ça dans les clusters Kubernetes pour un certain nombre de raisons opérationnelles. C'est intéressant ça, je t'interromps sur cette limite ou ce flou qu'il y a entre les services managés d'AWS et puis presque l'équivalent d'un service managé mais dans Kubernetes. Qu'est-ce qui vous fait pencher plus vers Kubernetes que le service managé? Ça peut être le coût, ça peut être l'idée de portabilité éventuellement, de sortie d'un jour d'AWS, enfin... C'est une bonne question. Alors c'est au cas par cas. Je dirais qu'aujourd'hui il y a une vraie démarche dans l'écosystème Kubernetes de façon générale à aller de plus en plus vers l'opérateur. Et c'est même plus largement une nouvelle approche aujourd'hui sur comment je peux déployer de l'infrastructure. Historiquement, on avait des ingénieurs d'infrastructure qui faisaient des changements via des outils peut-être comme Terraform, Ansible pour gérer de l'infrastructure as code. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les opérateurs, on a une nouvelle définition de ce qu'on est capable de faire en termes de gestion d'infrastructure. Et c'est-à-dire finalement, en fait, au même titre que je décris mon application, je vais pouvoir décrire mon infrastructure et converger un peu mes cycles de développement. Et c'est aussi effectivement aussi pour nous la capacité à pouvoir avoir un meilleur contrôle sur les services qu'on veut déployer. C'est-à-dire qu'on a le bénéfice de pouvoir avoir un cluster EKS, un cluster Elasticsearch. Elasticsearch. On a la possibilité d'avoir du coup un vrai contrôle sur la configuration des clusters Elasticsearch. Sans forcément avoir la contrainte de devoir gérer tout le service comme pourrait le faire un service managé. C'est le bon juste milieu. Mais par contre, il y a un vrai sujet sur quelle est la maturité de chaque opérateur. Et ça, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, les questions sont plus de cet ordre-là. À dire, finalement, il y a des services managés qui apportent un certain nombre d'intégrations, notamment avec les autres services AWS. C'est un vrai argument. Et de l'autre, il y a aussi cet aspect finalement intégration avec le reste de ma stack applicative, surtout pour nous qui sommes très fortement intégrés à l'écosystème Kubernetes, à faire ce choix toujours de balance entre les deux, quoi. Et justement, à contrario, pour les bases de données, vous avez fait le choix des services managés AWS, donc RDS, Relational Database Services. C'est quoi votre périmètre de bases de données, les engins qui ont été choisis, je sais pas, le nombre de bases de données, si tu peux le dire, etc. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous, en termes de bases de données, on fonctionne exclusivement avec PostgreSQL. Effectivement, sur du manager RDS, même si on sent qu'il y a des initiatives pour aller vers potentiellement des bases de données dans Kubernetes. Aujourd'hui, on est très content du service manager Postgre. Pour donner un ordre d'idée, on a, je pense, moins d'une dizaine de clusters. Principalement parce qu'on a fait des choix d'architecture qui peuvent paraître peut-être originaux, dans le sens où on est en architecture microservice. On a centaines peut-être de microservices. Pour autant, sur les sujets de base de données, on garde encore aujourd'hui une mutualisation. C'est vraiment une question de coût. À l'échelle, c'est assez difficile en fait d'avoir finalement un microservice qui aurait son propre cluster PostgreSQL. Ce serait idéal d'un point de vue isolation, performance, un petit peu moins d'un point de vue coût, et même d'un point de vue objectif, c'est pas justifié, quoi. Ouais.
Oui, ça coûterait très cher, mais c'est ça qui amène des challenges également. C'est le problème du noisy neighbor, le voisin bruyant. Comme les bases de données sont mutualisées, si un microservice explose les limites, quelles qu'elles soient, et on en reparlera d'RDS, ça peut affecter d'autres services aussi. D'où l'importance de monitorer, de surveiller ces bases de données. C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Comment s'est apparu ce besoin de monitoring accru, enfin d'aller au-delà des outils que propose RDS, CloudWatch, etc. Vous avez eu des mauvaises histoires, des mauvaises expériences? Alors, on a eu quelques mauvaises expériences en 6 ans. Effectivement, tu l'as dit, hein, sur le moment où on fait du mutualisé, il y a un vrai sujet à pouvoir avoir une vision fine de ce qui se passe dans ces clusters mutualisés. On retrouve les mêmes sujets, hein, sur Kubernetes, par exemple. Dans le monde des bases de données, on peut assez rapidement avoir un effet boule de neige. Typiquement, chez Contour, on a un cycle de facturation mensuel où on sait que ce jour-là, on va faire appel à beaucoup plus de ressources de calcul. Donc vous parlez de la facturation pour vos clients, c'est-à-dire vous avez des batchs qui se déclenchent qui va calculer la facture de chaque client. Absolument. Et ça, on sait que c'est un workload très intense, très ponctuel. Heureusement, du coup, avec nos clusters Kubernetes, on a une grosse capacité à scaler. On a les bons indicateurs au niveau applicatif pour savoir quel service scaler. Du coup, par extension, on peut rajouter des nœuds dans le cluster. Et du coup, là, on est vraiment dans la promesse du cloud. Dans le domaine des bases de données, c'est encore plus difficile. C'est un petit peu plus contraint aujourd'hui. On peut pas forcément doubler la taille d'une instance de base de données comme ça à chaud sans générer d'interruption de service. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on a eu dans le passé un certain nombre d'incidents. Je dirais qu'en 6 ans, je pense qu'on peut dire que 90% des incidents sont liés à 3 causes. La première, c'est saturation des disques, les fameuses IOPS, éventuellement le throughput. Ça, c'est vraiment le grand classique, hein. C'est j'ai une table dans ma base de données qui grossit, que je vais requêter de plus en plus. Et si, par exemple, je n'ai pas indexé certaines colonnes, ça va marcher. Puis soudainement, je vais perdre un peu de performance jusqu'à atteindre le stade où je sature complètement les accès de mon disque parce que j'ai pas d'indexation. Donc ça, c'est vraiment notre cas typique. Le deuxième cas, c'est probablement la saturation CPU. Donc là, on est plus sur des requêtes un peu plus intensives qui vont demander plus de calcul. Et le troisième, c'est tout ce qui est de l'ordre du verrou applicatif dans le monde des bases de données, hein, parce que vous allez écrire dans une table ou modifier des enregistrements, voire des migrations. Vous allez générer un certain nombre de verrous au niveau des applicatifs qui, dans certaines circonstances, peuvent se retrouver bloquantes pour l'ensemble de votre système. Alors je peux être naïf, mais les I/O disques et le CPU, ce sont des métriques qui sont dans la console d'RDS, elles sont remontées. Pourquoi ça suffit pas? Pourquoi ça marche pas assez? Alors, il y a toutes les infos. La subtilité, c'est qu'aujourd'hui, elles sont réparties dans différentes parties de la console. Il y a une partie, effectivement, consommation réelle, que vous allez pouvoir voir dans CloudWatch principalement, mais qu'il faut toujours mettre en comparaison avec la capacité réelle de votre serveur. Aujourd'hui, on n'a pas cette... c'est-à-dire, je sais combien je consomme d'IO, mais il faut quand même que je sache combien j'ai le serveur en capacité. Exactement. Sachant qu'il y a parfois quelques petits pièges. Nous, on est tombé dans certains de ces écueils. Hein. Vous pouvez typiquement souscrire à des provisioning IOPS plus que ce que le matériel est capable de fournir. Vous avez la promesse du cloud qui est de pouvoir toujours continuer à croître, et c'est vrai. Mais il y a ces petites subtilités techniques parfois qui peuvent être difficiles à connaître
si vous n'avez pas déjà eu ce problème. Et donc vous aviez ce besoin de croiser les données de monitoring de plusieurs sources. Et votre solution, c'était de créer RDS Exporter, Metrics Exporter. C'est ça. Dans le monde du monitoring, on a une méthodologie bien connue, qui est la méthodologie use pour utilisation, saturation et erreur. Et si on essaye d'appliquer ça dans le monde des bases de données, des RDS, pour pouvoir vraiment calculer votre utilisation et identifier de la saturation matérielle, en fait, vous êtes finalement obligé de combiner des données de 4 API différentes. L'API RDS, déjà connaître votre parc et savoir qu'est-ce que vous avez comme ressources. On a la partie API EC2 qui là va vous donner vraiment les informations techniques, physiques de votre machine. Combien est-ce que je dispose de vCPU? Quelle est la capacité réelle des disques sous-jacents à ma base de données? Ah oui. J'ai découvert cette API il n'y a pas longtemps, c'est amusant que tu en parles. Parce que, en fait, en préparant ce podcast, je me disais, mais pourquoi ils utilisent l'API EC2? Parce que les EC2 des RDS ne sont pas exposés, vous ne pouvez pas les monitorer directement. Et maintenant, je comprends, vous utilisez l'API de référence de C2 pour dire je sais pas, je dis une bêtise, c'est 6 extra large, c'est autant de vCPU, autant de mémoire, autant de capacité réseau et IOPS, c'est bien ça? Absolument. Et du coup, ça nous permet d'identifier finalement quelle est la puissance maximum que peut donner mon instance. Et du coup, ça, on peut le mettre en perspective des données de consommation qui viennent de l'API CloudWatch. Et là, je vais être capable de mesurer vraiment finement, finalement, ma saturation, puisque je connais la capacité réelle de mon instance en termes de CPU, de disque, par exemple, et je peux le mettre en parallèle de ma consommation. Et ce calcul-là, il est un peu savant parfois, donc il est intéressant à croiser. On a essayé de mettre toute cette logique dans l'exporteur RDS, et on a aussi un aspect plus opérationnel sur le long terme, qui est tout simplement, est-ce que je peux continuer à rajouter des instances RDS? Est-ce que je peux continuer à augmenter mon stockage? Est-ce que je peux continuer à faire des backups? Puisqu'il y a une notion de quota dans AWS. Et donc, du coup, on combine aussi les données de service quota pour vraiment, finalement, collecter, je crois, une quarantaine de métriques qui, pour nous semblent clés pour pouvoir, à l'échelle, pouvoir superviser son parc base de données et être en mesure de pouvoir justement visualiser les bons indicateurs. Aujourd'hui, quand vous ouvrez notre dashboard, vous avez une vue directe sur vos saturations de base de données. En incident, vous ouvrez ce dashboard, vous savez précisément quel est le point de contention sur votre base, et ensuite vous pouvez intervenir. Et vous avez décidé de publier ce Metric Exporter pour RDS en open source. Donc tout le monde, et les liens vers votre GitHub sont dans les notes du podcast évidemment, donc tout le monde peut l'utiliser. J'ai 2 questions, je ne sais pas par où commencer. Concrètement, comment je dois faire si je veux l'utiliser? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que les métriques sont collectées? Vous les mettez dans Prometheus, vous êtes dans un environnement Kubernetes, donc, mais tu as parlé de dashboard, vous utilisez Grafana aussi. On peut peut-être parler de la solution fonctionnelle bout en bout, et puis après on verra comment l'installer, comment commencer. Ouais. Alors effectivement, on a, je dirais, avec Prometheus RD Exporter, une première solution effectivement dans l'écosystème Prometheus, qui est très présent dans l'écosystème Kubernetes. Lui, sa mission, récupérer les bonnes métriques auprès des différentes API AWS. Une fois que vous avez collecté ces métriques-là, vous pouvez importer nos dashboards. Là, il vous donne une vue directe de votre inventaire et par instance de la capacité. Et on va effectivement un petit peu plus loin. On a un second projet aussi sur GitHub qui s'appelle le Database Monitoring Framework, où là, on prend un petit peu plus de hauteur. On se dit, OK, vous avez les bonnes métriques, vous avez les bons dashboards. La prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on fait? À quel moment je déclenche mes équipes pour intervenir? Donc, c'est toute la notion d'alerte. Et là, on fournit, pareil, un set d'une trentaine d'alertes. C'est ce qu'on utilise chez nous, toute transparence, qui nous semble être 30 bonnes alertes à mettre en place sur du RDS, également sur du PostgreSQL,
Vous allez plus loin que vous allez plus loin avec les alertes. Il y a tous les runbooks, etc. On va en parler dans une minute. Je voudrais rester sur le RDS Exporter un petit moment. Donc, des scripts qui collectent des données des API AWS, que ça soit CloudWatch pour la partie RDS, C2, qui mettent les données dans Prometheus, et puis des dashboards Grafana qui collectent, qui exploitent, qui visualisent, qui permettent de visualiser les données de Prometheus. C'est quoi les scripts? C'est des scripts Python, c'est du shell, Alors, nous, on a adopté un exporteur en Go, Golang. Go. Aujourd'hui, c'est intéressant. On parle beaucoup de développement aujourd'hui dans les équipes d'infrastructure. C'est vraiment le mindset SRE. Pas mal d'entre nous, ça a été aussi une découverte. On voit de plus en plus dans les équipes des ingénieurs, ex-ingénieurs, système, cloud, passer sur des aspects de développement. Et le Go aujourd'hui fait sens à plusieurs regards. Le premier, c'est que c'est cohérent avec l'écosystème Kubernetes, Prometheus. Et de façon générale, il y a une grosse démarche dans le domaine de l'infrastructure pour aller vers du Go. Ça se prête bien à être distribué, c'est performant, c'est typé, etc. Et d'un point de vue pratique, c'est aussi ce qu'on utilise dans les équipes métiers. Donc, il y a même une communauté finalement de développeurs Golang chez Conto. Ce qui veut dire que vous pouvez échanger des best practices, peut-être des frameworks, des outils, etc. Exactement. Et je pense que là, on touche vraiment du doigt un peu l'approche SRE qui tend à ce que dans les équipes d'infra, on fasse de plus en plus de développement. Et là, je pense que c'est les premiers projets sur lesquels on a vraiment une synergie, puisqu'on partage les mêmes pratiques. Et finalement, des ingénieurs d'infrastructure deviennent des développeurs pour l'infrastructure. Donc des scripts en Go qui sont disponibles en open source sur GitHub. Si je veux installer ça sur mon compte AWS, ça se présente comment? En plusieurs options, vous pouvez récupérer les sources sur GitHub et le construire chez vous. Sinon, on fournit les binaires, on fournit des packages Debian, on fournit des images Docker. Wow. Et effectivement, si vous êtes sur Kubernetes, vous pouvez installer ça de façon standardisée avec Helm, qui Helm install, et vous pouvez en métrique en quelques minutes. C'est intéressant cette approche parce que vous êtes sur Kubernetes, donc je suppose que vous utilisez le Helm install comme tu l'as dit, mais vous avez été un coup plus loin en fournissant des packages et des Docker pour la communauté, ou vous avez un usage interne de ces packaging également? Non, alors c'est vraiment la communauté. On a partagé ce projet-là il y a début d'année maintenant. On a eu plein de super retours de gens qui justement cherchaient un petit peu à s'équiper dans l'écosystème Prometheus. Et on a tout simplement eu des demandes de gens qui malheureusement n'étaient pas dans l'environnement container et qui installaient notre binaire sur une instance C2 sur un serveur Prometheus. On s'est dit mince, en fait le gap pour proposer ça dans des packaging Debian, il n'est pas très élevé. On avait fait quelques années dans d'autres expériences. Et ça faisait sens de proposer aussi plusieurs modes de déploiement pour pouvoir couvrir différentes topologies, différentes infrastructures. Et on y reviendra peut-être quand on parlera d'open source, mais c'est aussi pour ça qu'on met ces projets-là en public, c'est que ça nous permet de nous ouvrir sur d'autres types de déploiements qui ne seraient pas forcément l'environnement cible exact que nous on utilise, mais par contre on peut travailler avec d'autres gens qui sont sur le même écosystème ou un écosystème très proche, qui ont le même besoin. Je pense que ça permet vraiment d'enrichir pour tout le monde, quoi. Prometheus RDS Exporter, c'est le nom de ce premier projet, cette première partie du projet qui est donc sur GitHub, et vous avez les liens dans vos applications de podcast et sur le site web. Mais comme tu l'as dit, avoir les métriques et avoir des dashboards, c'est qu'une première partie de l'histoire. Après, qu'est-ce qu'on fait quand ces métriques dépassent certains seuils? C'est ce qu'on appelle une alerte. Quelles alertes il faut définir? Quels sont les seuils? Quelles sont les bonnes valeurs pour vous? Ça, je suppose que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Quel est
la procédure à appliquer. On appelle ça les runbooks dans le monde du SRE. Et ça, c'est un deuxième projet. Tu peux nous parler plus de ce Database Monitoring Framework? Alors, c'est effectivement ça. Hein. Avec l'exporteur, je dirais, on collecte les bonnes métriques. Mais bon, on va pas regarder toute la journée nos dashboards. Et c'est vrai que l'alerting, c'est un sujet qui reste compliqué. Parce que souvent, il va dépendre, je dirais, un peu des workloads de chacun. Mais on estime qu'il y a quand même une trentaine d'alertes qui sont pertinentes pour tout le monde. Typiquement, tout ce qui est alerte sur de la saturation, on sait que ça a un impact direct sur la performance de vos applications. Si jamais vos IOPS atteignent le maximum que le matériel peut fournir, ça c'est une alerte. Ça, c'est des alertes, je dirais, évidentes à mettre en place. Il y a pas mal d'alertes qu'on a mis en place, nous, avec le temps, et qu'on, justement, on souhaitait partager avec le reste de la communauté. Franchement, c'est des alertes que nous, on aurait aimé connaître il y a 5-6 ans. Ça nous aurait évité bien des écueils. Aujourd'hui, on est content de pouvoir partager ça avec le reste de la communauté. Potentiellement aussi en apprendre encore. Hein. Je pense qu'on est encore au début de notre apprentissage. Et surtout, il y a plein de edge cases ou de situations que vous allez atteindre après un certain niveau de scale. Une alerte que j'aime bien, il y a une super fonctionnalité sur RDS qui est le storage auto-scaling. Donc la capacité pour AWS à prendre l'initiative d'éviter que tout s'arrête si vous avez plus de place sur votre base de données. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante, mais qui fonctionne dans une certaine limite. Et cet auto-scaling peut fonctionner pendant plusieurs mois, voire des années. On était ramené à travailler sur une infrastructure où cette fonctionnalité a été activée il y a plusieurs années. Et pas de bol, il manquait un petit peu d'alerting autour de tout ça, puisque cet auto-scaling a lui-même sa propre limite. Et une fois que vous l'avez atteint, vous avez tout perdu, puisque le système a fonctionné pendant des années à muter tout seul, et vous vous retrouvez un peu dépourvu sur pas savoir quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a une limite sur la taille maximale du volume. Après un certain temps, ça va plus scaler parce qu'on a atteint la taille maximale du volume. C'est ça. En fait, on va pouvoir instrumenter nos bases en disant j'ai pas envie forcément d'intervenir à 3h du matin parce qu'on a atteint 90%, 80% ou X% d'occupation de stockage. Je vais laisser Amazon le faire à ma place. C'est une fonctionnalité intéressante. Quand tu dis on a tout perdu, vous n'avez pas perdu votre base de données. Hein. Alors, c'est pas arrivé chez nous. Non. Mais c'est le genre d'apprentissage qui je trouve intéressant. Parce que c'est une situation un peu particulière, mais il y a une alerte simple à mettre en œuvre pour s'assurer que si vous utilisez l'autoscaling, cette situation ne vous arrivera jamais. Et c'est un peu ça qu'on essaye de partager avec nos alertes. C'est finalement plein d'apprentissages que nous on a eu, auxquels tout le monde devrait faire attention. Et une bonne alerte, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une alerte qui contient un runbook. C'est-à-dire, c'est une alerte qui est actionnable. Si vous avez des alertes qui ne mènent à aucune action, c'est une mauvaise alerte. En partageant les runbooks, donc un runbook, c'est quoi? C'est une recette de cuisine, c'est dire je suis opérateur de garde à ce moment-là, il y a telle alerte qui se déclenche, je vais voir le runbook et c'est la liste des étapes que je dois faire, les choses que je dois vérifier, les paramètres que je dois changer éventuellement, les chemins d'escalation. C'est avant tout déjà expliquer à l'opérateur à quoi correspond cette alerte. On a fait des alertes qui sont pas forcément évidentes. Quel est l'impact? Est-ce que c'est quelque chose qui m'indique que le système est cassé? Et on a certaines alertes qui sont plutôt de l'ordre du capacity planning, pas forcément des choses qui vont réveiller la personne d'astreinte en pleine nuit, qui peuvent être traitées en journée dans un cours de ticketing classique. Mais surtout, le runbook va expliquer finalement quel diagnostic on doit faire de la situation pour vraiment appréhender l'incident et qu'est-ce que je devrais faire pour le mitiger. Et là, on rentre dans une problématique qui est intéressante puisqu'il y a
des actions qui peuvent paraître évidentes, qui sont pas forcément toujours les bonnes à prendre. Et c'est ça c'est ce savoir qu'on essaye de partager au travers des runbooks. Déjà pour nos propres ingénieurs. Quand vous êtes réveillé à 3h du matin sur un incident de base de données, toujours un peu peur. Et de savoir que vous avez ce runbook qui vous dit qu'est-ce qui se passe, quoi faire, et je dirais quelles sont les bonnes et surtout les mauvaises actions à pas faire. Ça permet vraiment de mettre tout le monde en sécurité et d'assurer une bonne résolution des incidents. Quel mécanisme vous avez mis en place pour que ces runbooks restent pertinents, techniquement corrects avec l'évolution de votre système d'information, mais pertinent aussi, parce que la bonne action à faire à un moment T n'est peut-être pas nécessairement la bonne action à faire 2 ans plus tard. Est-ce que vous avez un système de review en place? Est-ce qu'il y a un système réactif suite à des erreurs, ce que chez Amazon on appelle un close of error, un process d'analyse de pourquoi l'erreur est survenue? Comment ça marche chez vous? Alors, déjà, chez Conto, effectivement, on a un process un peu similaire, je pense, à AWS, qui vise à un peu à apprendre de chaque incident, issu du Lean. C'est-à-dire, vous documentez les incidents, vous cherchez le root cause, quelle est la root cause de la root cause de la root cause, vraiment comprendre d'où ça vient, et puis mettre en place les barrières pour éviter que ça se reproduise. Absolument. Alors, en toute transparence, sur les incidents impactants, effectivement, il y a une route cause systématique parce que dès lors que les utilisateurs, clients sont impactés, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller creuser. Mais sur d'autres petits incidents, on va adopter ce qu'on appelle un format PDCA dans le jargon du Lean, Plan, Do, Check, Act. Qui est effectivement de poser quel était le problème réel, comprendre quel est le système été défaillant, proposer une solution et idéalement c'est le standardiser et l'appliquer à tous les services. On a trouvé que sur ce brique-là, on était vulnérable à ce type d'incident. Le bon sens voudrait qu'on l'applique partout. Il y a des alertes qui sont normales aussi, qui font partie du cycle de vie normal. L'alerte se déclenche, ça me rappelle que je dois effectivement faire telle et telle opération, mais c'est pas un incident de prod. Alors effectivement, c'est aussi ce qui, je pense, nous a pris du temps sur les dernières années, et c'est aussi pour ça qu'on est content de le partager. C'est ce qu'on va appeler le syndrome de l'alerte fatigue. C'est assez difficile de trouver le juste milieu sur quelles sont les alertes à déclencher et quelles sont celles qui sont plus de l'ordre de l'information. Donc c'était pas mal théorisé dans le monde du monitoring. Aujourd'hui, si je prends très haut niveau, on peut classer quand même en 2 catégories. Les alertes qui justifient que quelqu'un se réveille en pleine nuit parce que le système est cassé ou tellement proche de casser que il faut réagir immédiatement. Il faut réagir immédiatement. Et on a un deuxième seuil d'alerte, typiquement les alertes plus de capacity planning, où il faut le traiter, mais par contre ça peut attendre les heures ouvrables, pour être mitigé. Comment on définit le seuil d'alerte aussi? Est-ce que l'alerte, c'est 2 choses, c'est la métrique à observer, et puis quelle est la valeur à partir duquel il faut prévenir quelqu'un, éventuellement réveiller quelqu'un. Comment vous définissez, et c'est aussi, cette valeur peut évoluer avec le temps, comment vous les définissez? Avec l'expérience. Alors, en général, c'est ce qu'on répond. Oui, beaucoup avec l'expérience, effectivement, parce que chaque workload est un peu différent. Maintenant, il y a des bases quand même un peu communes. Le bon seuil, c'est celui qui vous alerte quand c'est cassé, évidemment, et le plus tôt possible. Mais c'est aussi celui qui, justement, ne génère pas de faux positifs. Et c'est ça le plus délicat. Et d'expérience, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément que le seuil. Notamment dans Prometheus, vous avez une notion de temporalité. Pendant combien de temps est-ce que ce seuil est dépassé,
qui est une info capitale en fait pour faire une alerte pertinente. Et surtout savoir si c'est finalement une cause ou une conséquence. Et c'est sur ça où on essaie de mettre le bon curseur. Mais effectivement, c'est un exercice un peu du quotidien à viser à retirer toutes les alertes qui ne seraient pas pertinentes et profiter de chaque incident pour essayer de voir si finalement il y a des situations qui sont passées au travers des mailles du filet. Vous faites des fire drills, des exercices aussi de déclenchement d'alerte pour voir si tes collègues SRE et toi-même vous connaissez les procédures, les runbooks et si c'est appliqué. Alors pas encore. On n'est pas non plus dans le domaine du chaos. C'est à ça que à ça que je pensais, mais sans le citer. Non, parce qu'entre le vrai pur chaos où on va simuler des pannes en production et puis un exercice d'alerting, il y a quand même un gap. Non, on fait pas ce type d'exercice. Peut-être qu'on le fera à un certain niveau de maturité. Par contre, c'est vrai que le fait de partager, mettre à plat toutes nos alertes et de les partager, ça nous a vraiment posé plein de questions au sein des équipes sur finalement quelles étaient les bonnes alertes, quelles étaient les bonnes informations à donner à l'opérateur, et le fait de aujourd'hui pouvoir les publier, les gérer as code, etc. Ça nous a forcé à avoir ce cycle de review au sein des équipes, qui permet aussi de créer de l'alignement sur ces pratiques en termes d'alerting. Alors, c'est ça qui est super intéressant dans votre projet. On a parlé du premier projet open source pour extraire les données d'RDS et d'autres sources. Mais il y a ce deuxième projet open source que tu as déjà mentionné, le Database Monitoring Framework, qui contient beaucoup de documentation, des tutoriaux, des architectures, et notamment ces runbooks. J'en ai un là sous les yeux, par exemple, pour Postgres, Long Running Query, une query qui prend plus de temps. Quels sont les impacts possibles, comment faire le diagnostic, comment faire la mitigation du problème. Donc, dans ce cas-là, c'est arrêter l'exécution d'une query, mais il y a le code SQL à taper, comment vérifier si ça a bien été tué, etc. Et ça fait pas partie de votre secret sauce. Enfin voilà, quelle est la valeur ajoutée pour vous de publier tout cela en externe sur GitHub ? Alors tu l'as dit, hein, tu as déjà partiellement répondu, ça vous a obligé à réfléchir, à documenter et à choisir les bonnes alertes. Ce qu'on s'est aperçu, c'était que dans certaines situations, il y avait des personnes expérimentées, il y a plus d'aisance et qui savaient plus immédiatement quoi faire pour agir à tel type de situation, qui avaient peut-être parfois enregistré des petites commandes à sortir le jour où ils ont un souci. Et donc, c'est vrai que le fait de déjà poser et de partager ça au sein de notre équipe, déjà était très intéressant. Du coup, on s'est aperçu que certains avaient des pratiques un peu différentes. Donc, du coup, le fait de vraiment le formaliser as code avec un cycle de review comme un développement d'application, ça avait énormément de valeur. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on le partage ? Encore une fois, c'est que nous, on est à un instant T de notre histoire. On a passé un certain nombre d'incidents, mais il y en a probablement encore d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres situations. Et c'est vrai que notre espoir autour de ça, c'est effectivement très court terme pour nous, et on est clair sur quoi ce qu'on fait, mais c'est aussi pouvoir échanger avec la communauté. Aujourd'hui, encore une fois, il y a une vraie standardisation des infrastructures. Et nous, on serait ravis d'avoir des insights d'autres équipes qui ont d'autres alertes, d'autres practices et pouvoir échanger. Et aujourd'hui, dans le domaine du SRE de l'infrastructure, on échange énormément sur les pratiques générales. Là, on est vraiment dans le concret. Et cette approche-là, on la retrouve avec un autre projet qui s'appelle Prometheus Operator. Pour ceux qui ont des infrastructures Kubernetes et peut-être du Prometheus en monitoring, c'est un grand classique, mais qui fournit exactement cette même approche. Et ça rejoint
complètement, je pense, la discussion tout à l'heure sur les opérateurs. Je pense qu'on tend de plus en plus vers ces approches où finalement que ce soit un service managé ou un service interne, on a envie d'avoir la brique complète qui inclut le monitoring, qui inclut aussi savoir quoi faire pour les investiguer. Et je suis en train de regarder sur votre GitHub pendant que tu parles. Il n'y a pas que ces 2 projets-là qui sont en open source à l'heure de l'enregistrement. Là aujourd'hui, il y a 48 repos qui sont publiés. Ça devient une philosophie, une méthode de travail chez Quanto? Alors, dans les équipes de développement, il y a toujours eu un petit peu cette culture de partager les bonnes librairies. Alors, on est toujours un peu content de partager un bout de code qui a pu prendre un petit peu de temps et qui est utilisable. Sur l'aspect plus infrastructure, SRE, aujourd'hui, nous, on a 3 grands projets. Le Database Monitoring Framework. Le Database Monitoring Framework, avec son exporteur RDS. Le projet. Deuxième grand projet, c'est Standard Insight. Ça, c'est un super projet qui vous permet d'analyser la qualité de vos applications par rapport à vos propres standards. Vous faites du développement, des projets peut-être Terraform, des projets Ruby, peu importe. Vous avez un certain nombre de bonnes pratiques que vous voulez généraliser à travers tous vos projets. Standard Insights va vous permettre de scorer vos applications par rapport à vos standards. Demain, vous introduisez une nouvelle pratique dans vos développements, typiquement suite à un incident. Est-ce que je peux avoir la visibilité globale sur mon parc applicatif? Compliqué. Vous utilisez Standard Insight, on a des intégrations avec GitHub, GitLab ou même Argo CD pour découvrir les projets et être capable de scorer vos applications par rapport à vos standards. Projet hyper intéressant. J'invite vraiment à aller jeter un œil. Allez. Le troisième grand projet qu'on a à côté SRE, il s'appelle Upgrade Manager. Pareil, aujourd'hui, on déploie énormément de ressources dans Kubernetes. Ça peut être des opérateurs, ça peut être parfois simplement des charts, des conteneurs. Et Upgrade Manager va vous donner un indicateur d'obsolescence de vos applications. Depuis combien de temps, à quel point vous êtes vieux sur une version d'un outil third party, par exemple. C'est comme les depend bot sur GitHub qui vous listent toutes les updates de packages qui sont disponibles. C'est l'idée, c'est de pouvoir commenter les métriques. C'est la même idée, effectivement. Vous allez retrouver dans un dashboard très visuel l'état de votre parc, très orienté infrastructure. Qu'est-ce que j'ai dans mon cluster? Et ça va vous permettre de remonter que vous êtes peut-être sur une ancienne version de RDS Exporter, de Prometheus, de Grafana, de genre d'outils. L'étape suivante, c'est d'ouvrir un ticket automatiquement et... Sûr. Bah justement, le futur. Comment tu vois, essentiellement sur les 2 projets base de données, le Metrics Exporter et le Monitoring Framework, comment tu vois l'évolution de ces projets chez Quanto et puis pour la communauté open source également? Alors, nous, c'est des projets sur lesquels on continue de travailler. Aujourd'hui, on a partagé 2 grands volets. Il y a un 3e volet qu'on aimerait bien partager qui est la partie plus spécifique Postgre. Il y a plein de dashboards qu'on a en interne qui auraient de la valeur aussi à être partagés dans la communauté Postgre. On a quelques fonctionnalités en tête, notamment le support de Aurora qu'on aimerait bien proposer. On a quelques demandes aussi de la part d'autres utilisateurs. Donc, je pense que c'est déjà faire connaître nos solutions, pouvoir échanger encore une fois sur les pratiques des équipes d'infrastructure, SRE, d'autres écosystèmes, venir encore un peu enrichir tout ça. Je pense que c'est notre mission, en tout cas à moyen terme, autour de ça. J'aurais appris ce que c'est
que use, Utilization Saturation Error. Et je rappelle les trois causes d'alerte principales que vous observez sur RDS: la saturation des disques, les IOPS, saturation des CPU et les verrous applicatifs, les fameux locks. On parlait d'excellence opérationnelle dans le monde des bases de données, on a parlé monitoring, extraction des métriques, visualisation des métriques, alerting et runbook, tout ça avec Vincent Mercier. Vincent, merci d'avoir été l'invité du podcast AWS en français aujourd'hui. Tu es Site Reliability Engineer, SRE chez Quanto. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vendredi matin. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.